Devenir multimillionnaire à 82 ans, c'est l'aventure qui vient d'arriver grâce au loto à une mamie d'Aigues-Mortes. Cette heureuse gagnante va pouvoir faire face sans problème à la nouvelle hausse du tabac, plus 13% lundi prochain. La France toujours sous la pluie et les inondations, état d'alerte en Dordogne et inquiétude ce soir entre Saône et Rhône. La guerre en Yougoslavie en direct dans notre journal de 13h, le responsable de la Fort-Pronu, le général Cotte, a dénoncé les humiliations subies par les casques bleus sur place. Depuis une semaine, Marc Battard, un guide de haute montagne, tente un nouvel exploit de l'impossible dans les Alpes. Nous l'aurons en principe au téléphone, en direct de la paroi du Petit Dru. Madame, Monsieur, bonsoir. Apparemment, la région semble porter chance. En 1933, c'est un coiffeur de Tarascon qui avait été le premier gagnant de la loterie et qui avait alors empoché 7 millions de francs de l'époque. À Aigues-Mortes, c'est une mamie en or qui vient de battre le record absolu des gains au loto. Marie-Thérèse Barre, 83 ans, aux fraises, va empocher près de 60 millions de francs. De quoi s'acheter 2 Charles Leclerc ou plutôt 286 diamants de 4 carats. Éric Lemasson. Elle est apparue sur la grande place d'Aigues-Mortes pour donner quoi? La première conférence de presse de sa vie. Les yeux avides des journalistes ont cru distinguer dans les siens une lueur d'argent. Ainsi, c'est elle, la femme aux 6 milliards, la record woman absolue, super gagnante du loto. Marie-Thérèse, 83 ans dans 3 mois. Alors ça fait quoi? On dort bien sur un lit de millions? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'être milliardaire comme ça d'un seul coup? Ma foi, moi, ça ne me dérange pas, c'est pour eux. Eux, c'est-à-dire les enfants de la Mamée. Ce soir, ils sont montés à la capitale, comité d'accueil à Orly. Tout à l'heure, le champagne coulera à flot, mais la tête reste froide. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Payer quelques fantaisies, peut-être une maison, je sais pas, me faire un plaisir. On verra avec la grand-mère ce qu'on fait. Enfin, normalement, elle doit partir une semaine. Où ça? Je pense qu'elle ira dans l'Ardèche. L'Ardèche pour la grand-mère, mais pour eux ce soir, le plus grand palace de la capitale, la grande vie, quoi. Même si nos milliardaires ne sont pas encore tout à fait à l'aise. On y est passé d'ailleurs devant, quelquefois, m'a fait... Bon, je ne sais même pas que c'était tellement tel. Marie-Thérèse, la grand-mère, est restée au pays à faire ses mots croisés comme d'habitude. 59 726 340 francs. C'est pas à nous que ça arriverait, tiens. Alors que certaines familles françaises nagent dans l'argent, sinon dans le bonheur, d'autres continuent de patauger dans la boue. C'est maintenant le sud-ouest qui est touché, avec 104 communes placées en état d'alerte, notamment en Dordogne. Reportage de nos envoyés spéciaux Gilles Marinet, Bertrand Michaud. Des familles qui se barricadent comme elles peuvent pour endiguer la montée de l'eau. Plusieurs quartiers où l'on ne circule plus qu'avec des embarcations, le tout sous une pluie battante. La ville de Saintes subit une nouvelle fois les caprices de la Charente. Les habitants, comme les autorités, s'y attendaient, mais la rapidité de la crue a pris tout le monde de vitesse. Cette nuit, elle est montée 3 fois plus vite que nous l'attendions. Nous attendions 12 cm, il y en a eu 50. Alors quelle explication à ça? Je sais pas, peut-être que tout se dégage dans la campagne, plus rien ne retient l'eau et elle arrive plus vite, je sais pas. Les explications viendront plus tard car cet après-midi, il s'agissait avant tout de sauver les meubles. Alors vous déménagez? On tente de mettre le matériel hors de portée et l'on évacue aussi certaines personnes, sachant que l'eau a pris possession de la rue pour plusieurs jours. Demain, j'évacue ma mère, oui. Parce qu'elle est âgée, donc bon, après c'est plus accessible, il y a le bateau et ça va pas. Le problème, c'est que cette nouvelle crue n'a rien de banal. Déjà, elle avoisine le niveau historique atteint en 1982 et les prévisions ne sont pas rassurantes. Qu'il pleuve ou pas, le fleuve montera encore de plusieurs dizaines de centimètres. Si le temps reste tel qu'il est, on risque de tenir aux environs 6 mètres, 6 mètres 25. Par contre, s'il continue à pleuvoir, on ne sait pas où on va aller. Les heures qui viennent apporteront peut-être une réponse. Ce qui est sûr, c'est que toute la nuit, des centaines d'employés des services publics ainsi que des volontaires seront mobilisés. Situation toujours difficile également dans l'Oise et en Seine-et-Marne. Certains riverains inondés commencent à se fatiguer franchement de la curiosité malsaine de certains badauds, pour ne pas dire blaireaux, qui, c'est bien connu, aiment l'eau. Reportage en Seine-et-Marne, Anne Mourgue, Daniel Lefebvre. Petit souvenir de la crue du siècle. Esbly inondé depuis 10 jours, Esbly devenu curiosité au lieu touristique. Une page de plus dans l'album photo. On vient voir le bizarre, l'étrange. 4000 habitants et presque autant de visiteurs les jours d'inondation.
Je voulais voir aussi les inondations. À quoi ressemblait le désastre. Mais c'est pas du voyeurisme, ne croyez pas. Non, non, c'est simplement par curiosité. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Bah, malheureusement, voir les dégâts. C'est pas par curiosité, mais c'est quand même malheureux de voir ça. Colère des habitants, ras-le-bol d'être toujours montrés du doigt. Pour le jour de l'an, ils sont venus nous voir. Je veux dire qu'on n'est pas des bêtes, on est des gens normaux, c'est pas nous balançant des cacahuètes et tout. C'est pour ça que j'ai mis du polyen devant chez moi. La dame me disait qu'il y avait même quelqu'un qui était rentré chez elle avec l'appareil de photo et puis qui prenait des photos en disant « Oh, qu'est-ce que c'est beau !» Euro Disney à côté, c'est ce qu'il devrait faire, des inondations, il aurait du monde s'il y a un problème. Hier, moi, je suis revenue, il y avait tout le monde qui était là, qui regardait, et même des gens qui rigolaient. Alors, vous croyez que c'est amusant? Franchement, hein, ça fait pas plaisir. Hein. À la mairie, on assure faire le maximum pour la population. Mauvaise humeur peut-être, fatigue sûrement. Je crois qu'il faut pardonner la mauvaise humeur des gens parce qu'ils sont tous un petit peu à cran. Ça fait 10 jours, 15 jours que ça dure. Beaucoup ont réveillonné dans des situations assez difficiles. D'autres gardent le moral, s'organisent, comme cette dame. 4 fois par jour, elle fait des centaines de mètres dans l'eau, uniquement pour son chien-chien. Praline, c'est son nom, n'accepte de faire son petit pipi que dans un endroit sec. Ces inondations qui perdurent font le bonheur des uns et le malheur des autres. Dans l'Oise, plusieurs centaines d'écoliers ont eu droit à un petit supplément de vacances, leurs écoles ne pouvant être remises en l'état dans l'immédiat. Plus sérieusement, ces crues ont déjà touché 800 entreprises dans le seul département de l'Oise. Reportage Luc Bazizin et Philippe Pontoisy dans une usine de pneumatiques dont les 1300 salariés sont au chômage technique au moins jusqu'à la fin de la semaine. Ce n'est qu'un début. Il reste encore 25 000 m² à nettoyer. L'eau est partie, mais la rouille, elle, s'est déposée partout sur les machines. Il a donc fallu stopper toute production et se mettre à réparer les dégâts. Nous avons démonté 140 moteurs, dont le prix va jusqu'à 150 000 francs pièce. Les machines hors d'usage. Résultat, le désert dans l'entreprise. Dans cette usine Uniroyal, 1300 salariés sont au chômage technique, comme près de 3000 autres dans le département. C'est aussi une perte de production de 120 000 pneus pour la semaine, c'est-à-dire l'équivalent en fait de 25 millions de francs. Grosses ou petites, 800 entreprises ont été sinistrées dans l'Oise. Pour redémarrer rapidement, chacune fait son état des lieux. Un fonds est créé et on paye à l'entreprise une enveloppe d'environ un mois et demi de chiffre d'affaires. De quoi effacer les traces de ces inondations et donc faciliter un redémarrage sans chômage définitif. Ces fêtes de fin d'année ont décidément été bien arrosées. C'est maintenant les niveaux du Rhône et de la Saône qui inquiètent les responsables concernés. Avec José Blanc-Lapierre et François Granier, reportage au QG du ministère de l'Environnement à Paris, à la direction de l'eau très précisément, où l'on suit ces événements quasiment minute par minute. Après 4 années de sécheresse, la pluie s'est emparée du ciel et semble ne plus vouloir le lâcher. Comme pour rattraper le temps perdu, elle s'acharne sur certaines régions où elle bat des records. En décembre, ces régions en bleu foncé ont reçu des quantités 2,5 fois supérieures à la moyenne. En bleu clair, 2 fois celles observées normalement. Des hauteurs inégalées depuis 1946. Partout, la terre est gorgée d'eau, y compris dans le sud-est qui se remet à peine des pluies diluviennes de septembre-octobre. Mauvaise nouvelle, Météo France annonce d'autres perturbations pour cette semaine. Pluies abondantes mercredi et jeudi, à surveiller de près les rivières du Nord, du bassin de la Garonne, de la Savoie et de la Haute-Savoie. On est relativement inquiet dans la mesure où la situation difficile qu'on a connue la semaine dernière va se prolonger encore plusieurs jours, aussi bien dans le nord que dans le sud-ouest, avec son cortège de débordements, de routes coupées et de populations à évacuer localement. Donc l'état d'alerte est maintenu. L'état d'alerte est maintenu encore pour plusieurs jours. La saturation, un sous-sol détrempé qui ne joue plus son rôle d'éponge. Remplis à ras-bord, les nappes alluviales sont incapables d'absorber ce trop-plein. Paradoxe, les nappes phréatiques profondes, qui ne demandent qu'à recueillir cette eau providentielle, ne sont d'aucun secours. Pour digérer ces excès, il leur faudra au moins 6 mois. Pourtant, rien de nouveau sous la pluie. La météo a toujours été capricieuse, les rivières ont toujours connu des débordements. Seul changement, on ne construisait pas en zone inondable. Amélioration en revanche de la situation en montagne et plus précisément en Tarentaise où l'accès aux stations de Tignes et de Val d'Isère est à nouveau possible mais en convoi et sous le contrôle de la gendarmerie. Catastrophe aérienne en Sibérie où un Tupolev s'est écrasé, un moteur ayant pris feu juste après le décollage. Le dernier bilan fait état de 120 morts, il n'y aurait aucun survivant.
Naufrage en série sur les mers du monde. Un minéralier libérien a sombré au large de Terre-Neuve. Les recherches se poursuivent pour retrouver les 12 membres d'équipage. Au sud du Japon, 17 des 29 membres d'équipage d'un cargo chypriote sont eux toujours portés disparus. En ce qui concerne l'échouage du Monte Stello sur un îlot au large de la Sardaigne, un accident qui, je vous le rappelle, n'a pas fait de victimes, les experts n'ont pas encore pu monter à cause du mauvais temps à bord pour évaluer les dégâts et surtout pour trouver les causes d'un accident qui semble bien mystérieux tant les techniques de repérage sont désormais sophistiquées. Commentaire Patrick Esther. Perplexité aujourd'hui à bord des navires de la SNCM. Pour ces hommes, ces marins, il est difficile de comprendre comment et pourquoi le Monte Stello a pu s'échouer si loin de sa route. Depuis sa passerelle, comme sur tout navire moderne, l'équipage disposait des informations fournies par 2 radars. En fait, pratiquement tous les équipements vitaux étaient redondants, c'est-à-dire doublés par un système de secours. Commande indépendante des 2 moteurs, 2 compas de route, Gonio pour calculer la position par triangulation. Sans parler des systèmes de ballast de stabilisation ou des ordinateurs calculant le chargement et l'assiette du navire. Bref, avec des équipements pareils, difficile de croire qu'une simple panne technique puisse aboutir à pareille catastrophe. Il est évident qu'une erreur grave de navigation a été commise. Le navire a changé de cap 20 minutes trop tard. C'est vrai, le Monte Stello ne disposait pas d'équipements comme celui-ci, permettant de connaître, grâce aux satellites, la position du bâtiment à 100 mètres près. Mais il est probable que cela n'aurait rien changé si par exemple l'homme de quart était assoupi ou s'il lisait son horoscope au lieu de scruter son scope radar. Pourtant, même si l'erreur humaine est probable, elle n'explique pas tout. Cette erreur a pu être largement aggravée par les conditions météorologiques. Il est possible également que la balise lumino des îlots Lavezzi, qui était éteinte, a dû aggraver encore l'incertitude du capitaine en second quant à la position réelle du navire. En Bosnie, la trêve prévue jusqu'au 15 janvier n'est toujours pas respectée. Des combats ont eu lieu aujourd'hui à Mostar, Biak et Sarajevo, avec 6 nouvelles victimes, alors qu'un convoi humanitaire français destiné à la capitale bosniaque précisément est toujours bloqué par les Croates dans le centre de la Bosnie. Invité de notre édition de 13h en direct de Zagreb, le général Koch a dénoncé les humiliations subies par les casques bleus sur place. Le commandant en chef de la force ONU a également déclaré que ses troupes étaient prêtes à une éventuelle intervention offensive si bien sûr l'ONU donnait son feu vert. Ma liberté d'action n'est pas aussi grande que je pourrais le souhaiter, vous vous en doutez, parce que je ne suis pas ici pour faire la guerre, par exemple, mais nous pouvons, je pense, faire quand même 2 choses. D'abord, durcir notre attitude à l'égard des Serbes de Bosnie en particulier, puisque ce sont eux qui mettent les entraves les plus grandes à notre liberté de mouvement en ce moment. J'ai pu le vérifier pendant la longue semaine que j'ai passée là-bas. Et puis aussi, et c'est ce message que je m'efforce de faire passer, et puis aussi en faisant pression à Genève, y compris sur nos négociateurs, parce que il me paraît absolument impossible qu'on puisse d'une part se comporter en gentils intercesseurs et avoir des conversations de gentleman avec les responsables politiques et militaires de l'ex-Yougoslavie, et puis d'un autre côté que notre force sur le terrain soit soumise à des pressions de plus en plus fortes quand ce n'est pas des humiliations. Donc je dis en effet très clairement à Genève, et je veux faire passer aussi ce message à New York, que nous devons sans doute donner un coup d'arrêt, et on ne peut pas à la fois être gentil à Genève et subir sur le terrain. Nous ripostons à chaque fois que les règles d'engagement qui sont les nôtres nous le permettent, et par conséquent à chaque fois que nous sommes très directement agressés, je puis vous l'assurer. Donc nous ne subissons pas, mais vous comprenez facilement que s'agissant de sauver la vie de peut-être 3 millions d'hommes et de femmes en danger en Bosnie-Herzégovine, nous sommes obligés de mettre notre orgueil dans notre poche, ce qui parfois est difficile. Par contre, ce que je n'accepte pas, c'est que nous mettions notre honneur dans notre poche. Alors où est la différence entre les deux, le seuil entre les deux, j'en déciderai. Général Koch en direct dans notre édition de 13h. Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a affirmé ce matin que les casques bleus sur place devaient se faire respecter, tout en déplorant, je cite, la mauvaise volonté évidente des partis en présence à l'égard de la force ONU. Commentaire Laurent Boussier. D'un côté, près de 50 résolutions de l'ONU, la plupart inapplicables sur le terrain. De l'autre, des militaires souvent pris comme cible et qui ont déjà payé un lourd tribut à leur mission de paix. D'un côté, des heures de négociation, des milliers de signatures apposées au bas de documents qui n'ont d'autre valeur que celle du papier.
De l'autre, des centaines de cessez-le-feu violés avant même leur entrée en vigueur. En ex-Yougoslavie et plus particulièrement en Bosnie, le fossé qui sépare les résolutions adoptées par les politiques et les moyens donnés sur place aux casques bleus n'a jamais été aussi grand. Transformés en infirmiers, en accompagnateurs, en réparateurs de routes ou de centrales électriques, les soldats de l'ONU sont condamnés depuis 21 mois à soigner les conséquences du conflit plutôt que de s'attaquer à ses causes. Malgré leur nombre, bientôt 30 000, ils n'ont pu ni arrêter la guerre, ni empêcher les déplacements de population. Aujourd'hui, même leur mission de soutien à l'aide humanitaire semble impossible, voire inutile. À Sarajevo, par exemple, ils savent que depuis 18 mois, 125 000 tonnes de nourriture et de médicaments sont arrivées dans la ville. 125 000 tonnes pour 350 000 habitants. Normalement, chacun aurait dû en recevoir 300 kilos. Or, dans certains quartiers, des familles entières n'ont rien reçu ou à peine 1 ou 2 kilos de farine et d'huile depuis 1 an. Le reste disparaît, s'évapore ou plus exactement est détourné. Parfois les casques bleus l'avouent, aujourd'hui les civils ne sont servis que quand les entrepôts des différentes milices musulmanes, serbes ou croates sont pleins. D'où le ras-le-bol des militaires, d'où leur sentiment d'humiliation de n'être là que pour satisfaire l'attentisme de l'Occident, d'où le coup de gueule de leur chef. Quand des généraux demandent aux politiques de trouver des solutions, c'est qu'il y a malaise. Quand des soldats des Nations Unies demandent de pouvoir faire leur métier qui est de combattre, c'est que le reste a échoué. Le cadavre d'un ancien général bosniaque récemment installé en Belgique a été retrouvé sur le parking d'une autoroute près de Liège, tué de 2 balles dans la tête. Seigneur de la guerre, entre guillemets, musulman passé dans le camp croate, Yusuf Prasina, baptisé Yuka, était à Sarajevo une véritable figure de légende aux méthodes extrêmement controversées. Commentaire Bernard Lebrun. Armé et blessé, il avait choisi le noir pour uniforme, le deuil, la mort était son pain quotidien. Petit caïd de quartier, Yusuf Prasina dit Yuka était devenu le héros de Sarajevo. Le mythe, la légende du droit commun, transformé en patriote à la faveur du siège de la ville. Un destin dans cette sale guerre. À moins de 30 ans, fort d'une armée de 4000 hommes, armée de briques et de brocs, il a été l'un des premiers à organiser la résistance. Puis, griserie de la popularité, dans une ville où la force fait loi, Yuka et son armée deviennent les plus grands trafiquants d'essence de Bosnie. Trompe la mort, son jouet préféré, les voitures rapides pour aller plus vite que les balles, disait-il. Refusant d'entrer dans l'armée régulière, il quitte clandestinement Sarajevo. Puis il s'engage l'hiver dernier dans les rangs du HVO, l'armée croate. Ses méthodes expéditives déplaisent, trop voyantes, au temps des enquêtes des Nations Unies. Il se retirera en Belgique. Sa fin est à l'image de sa vie. On a retrouvé son corps ici, au bord de l'autoroute Liège-Aix-la-Chapelle. L'histoire a rattrapé Yuka l'invincible, assassiné de 2 balles dans la tête. Au Mexique, après l'insurrection dans le sud du pays de paysans armés protestant contre le sort réservé aux Indiens, le bilan s'alourdit d'heure en heure, au moins 65 morts. Certaines sources parlent d'une centaine de victimes. Les insurgés qui se sont emparés temporairement de 4 villes, dont celle de San Cristobal. Ces paysans se réclament directement du nom et de la cause d'Emiliano Zapata, le dirigeant mythique de la révolution agraire abattue en 1919. Rappel signé Dorothée Oliéric. San Cristobal de las Casas, l'image d'une ville aujourd'hui reprise par l'armée. C'est ici que l'armée zapatiste de libération nationale a commencé son insurrection. Ils étaient peut-être 600, tous paysans, tous indiens, c'était le jour de l'an. Le face-à-face avec les militaires a duré des heures et fait plus de 60 morts. De la bataille, il ne reste que des ruines, du sang et les revendications indiennes, le partage de la terre, mais aussi les menaces, la révolution ou la mort. Une histoire qui n'est pas sans rappeler une autre histoire, celle d'Emiliano Zapata, un métis indien aux idées largement révolutionnaires. La terre à celui qui la travaille, c'est avec ce slogan que Zapata a construit sa légende. En 1911, il lève son armée de libération du Sud, rallie les Indiens et réclame la distribution aux paysans des terres des grands propriétaires. Avec Pancho Villa au nord, ils incarnent la résistance des villages indiens. L'apothéose sera en 1914, avec l'entrée dans Mexico de Zapata et Villa, avec tous leurs muchachos. Emiliano Zapata sera assassiné en 1919, mais le mythe survivra.
Des mouvements de guérilla se sont formés dans les années 70 et aujourd'hui on a la drôle d'impression que l'histoire pourrait recommencer. Édouard Balladur, qui est rentré ce matin de Chamonix, sera l'invité d'une heure de vérité exceptionnelle sur France 2, bien sûr, le lundi 31 janvier. L'émission durera 1h30, comme pour François Mitterrand en octobre. Le maire d'Yverdroite droite de Val d'Isère a été condamné aujourd'hui à 7 mois de prison avec sursis pour ingérence. André de Gouette était accusé d'avoir profité de sa fonction de maire pour favoriser au profit de sa famille une opération immobilière dans sa commune. Et puis cette information qui fait beaucoup de bruit dans le landerneau judiciaire. Le procureur de la République de Valenciennes aurait transmis le 31 décembre une requête lui permettant de prendre éventuellement des mesures coercitives à l'encontre de Bernard Tapie. Éric de Montgolfier aurait reçu une réponse négative de la chancellerie à la demande de levée d'immunité parlementaire contre Bernard Tapie, visant le député dans l'affaire OM Valenciennes cette fois, pour que tout soit clair. Noémie Verdeillan, c'est en tout cas une procédure tout à fait inhabituelle. Oui, cela ressemble à de la procédure, cela a la complexité de la procédure, mais pour certains, cela n'est peut-être pas seulement de la procédure. La chancellerie avait donné son feu vert pour la levée d'immunité parlementaire de Bernard Tapie pour le dossier Testu. En revanche, vous l'avez dit, le feu fut rouge pour le feuilleton OM-VA pour ne pas donner un sentiment d'acharnement contre Bernard Tapie, dit-on à la chancellerie. Mais pour les avocats de Bernard Tapie, il s'agit là d'une nouvelle offensive médiatique du procureur Éric de Montgolfier, une mise en conditionnement de l'opinion publique vis-à-vis du député qui, note ses avocats, n'ayant toujours pas été mis en examen, n'a pas accès à la procédure. Pour le procureur, il s'agit d'offrir au juge Béfi les moyens de placer éventuellement Bernard Tapie sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La requête va donc être transmise au président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas de la politique, c'est de la procédure. Merci. La réforme des retraites de la sécurité sociale est entrée en vigueur samedi 1er janvier, décidée par décret malgré l'opposition des syndicats. Cette réforme assez complexe ne touche pour l'instant que les salariés du privé. Si vous êtes fonctionnaire, vous pouvez donc vous rendormir pendant les explications de Frédéric Crotta. Première nouveauté, les Français vont devoir cotiser plus longtemps. Pour ceux d'entre vous qui ont 60 ans cette année et qui souhaitent partir à la retraite, il faudra justifier d'un seul trimestre de travail en plus, 151 au lieu de 150 actuellement. Mais attention, l'idée est de rallonger progressivement, à raison d'un trimestre par an, par tranche d'âge, la durée totale des cotisations. Dur pour ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, ils seront les premiers en l'an 2003 à cotiser sur 40 ans et non plus sur 37 ans et demi. Cotiser plus longtemps, mais avec une base de calcul différente et pour tout dire, moins avantageuse. Jusqu'à présent, on retenait pour calculer les pensions les 10 meilleures années de salaire. Pour ceux qui ont 60 ans aujourd'hui, on retiendra les 11 meilleurs. Et puis pour les autres, les 12, les 13, progressivement jusqu'aux 25 meilleurs en l'an 2008. Ça change. Autre mauvaise nouvelle, les pensions seront revalorisées chaque année, non plus en fonction de l'indice des salaires, mais en fonction de celui des prix qui évolue moins vite. À long terme, avec ce nouveau système, les Français vont y perdre. Ils vont devoir travailler plus longtemps et toucher des pensions plus faibles, selon les cas de 2 à 8%. Mais cette nouvelle pilule est sans doute le remède pour préserver le système. La France est un des rares pays à posséder la retraite à 60 ans. Bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui supportent de moins en moins la fumée. Le prix du tabac va augmenter en moyenne de 13% lundi prochain. Éric Monnier. Un peu en avance sur l'horaire, la désormais rituelle hausse du prix des cigarettes. Elle était intervenue le 18 janvier et à nouveau le 24 mai l'année dernière. Pour 94, c'est dès le 10 janvier qu'elle frappe. Cette fois, ce ne sont pas les taxes qui sont en cause, mais une augmentation du prix réel des cigarettes décidée par les producteurs. Selon un fabricant étranger, les pouvoirs publics auraient seulement suggéré aux industriels de relever leurs prix, ceci entraînant de façon automatique un surplus de recettes pour l'État. Pas du tout, répond le ministère du Budget. Quoi qu'il en soit, la hausse est là. 13% d'augmentation en moyenne. À titre d'exemple, les Gauloises blondes passent à 12 francs 80, les Winston à 13 francs 80, les Camel à 15 francs 20. Pour les non-fumeurs, pas d'augmentation prévue. La bourse de Paris fait un tabac. L'indice CAC 40 vient de battre un nouveau record avec un gain de près de 1% pour le premier jour boursier de cette année. La bourse au plus haut et Sud-Marine au plus bas. Le tribunal de commerce de Marseille devrait, selon toute vraisemblance, prononcer très prochainement la liquidation judiciaire de cette entreprise qui emploie, je vous le rappelle, 615 salariés. Reportage Agnès Varamian, Bernard Connor.
Trop étroite la salle d'audience pour contenir toutes les rancœurs, toute la résignation des salariés de Sud-Marine. Mais ce qu'ils ont entendu à huis clos ne les a pas surpris. La liquidation judiciaire est une évidence. Pas de repreneur, ni dans l'immédiat, ni à l'horizon. Et pour l'avocat de Sud-Marine, le sentiment que la liquidation a été souhaitée. C'est plus facile de reprendre une entreprise lorsqu'elle a déposé son bilan et que tout le monde a été licencié, plutôt que de reprendre une société avec 600 personnes. Le drame, c'est qu'il n'y aura pas 600 personnes de repris. En novembre dernier, le groupe Bouygues, puis la compagnie marseillaise de réparation s'étaient portés candidats à la reprise, mais tous les deux ont vite renoncé. La CGT et Bouygues, mariage incompatible. La CMR, elle, n'avait pas les épaules assez solides. 10 minutes au tribunal aujourd'hui pour 3 ans d'agonie, mais la CGT refuse toujours l'inévitable. Aujourd'hui, on va rentrer et on se donne rendez-vous demain matin pour l'Assemblée Générale de façon à ce qu'on vous propose une action et qu'on parte tous ensemble démontrer notre détermination afin que Sud-Marine continue à exister, même si le gouvernement met tout en œuvre pour nous faire disparaître. Le gouvernement mis en accusation, mais l'État est clair, pas d'aide supplémentaire sans suppression de 300 emplois. Sud-Marine dans l'impasse, si la liquidation est prononcée, 615 lettres de licenciement arriveront vite dans 3 semaines. À 20h26, lors du conseil d'amis, jetez un coup d'œil à la carte grise de votre voiture. Si la première mise en circulation dépasse les 5 ans, vous avez obligation d'emmener votre véhicule, comme disent les gendarmes, dans un centre de contrôle technique agréé par le service des mines. Vérification qui vous coûtera entre 300 et 700 francs selon les cas. Patrice Pellet, Claude Barnier. Si votre véhicule a plus de 5 ans, c'est-à-dire que si sa mise en circulation date d'avant le 1er janvier 90, il vous faudra obligatoirement dépenser environ 350 francs cette année. Rassurez-vous, vous ne serez pas seul. 7 millions d'automobilistes sont concernés en 94 par ce contrôle technique. 52 points sur votre voiture seront examinés et n'attendez aucune mansuétude car aujourd'hui, tout est informatisé. Le technicien affiche froidement les paramètres de votre véhicule. Ensuite, c'est la machine qui rend sa copie en toute indépendance. Il y a 2-3 défauts là qui sont importants, notamment au niveau du frein à main. On a un frein à main qui manque d'efficacité. On a un phare qui est mal fixé et un clignotant qui est cassé à droite. Donc ça nécessitera de devoir réparer ces éléments-là pour revenir nous voir en contre-visite pour avoir l'agrément. Dans le cadre où on a un problème sur les freins, sur l'éclairage, sur les pneumatiques, on a nécessité de réparation dans un délai de 2 mois, à surtout ne pas dépasser. Sans ça, on est obligé de recommencer tout le contrôle. Donc, réparation dans ce délai de 2 mois sur ces organes-là. Ça n'empêche que les autres doivent être entretenus. Pour les poids lourds et autocars neufs mis sur le marché en 94, d'autres mesures voient le jour. Les limiteurs de vitesse, sorte de boîtiers électroniques, vont être réglés différemment pour freiner les véhicules. Pour les autocars, ils se déclencheront à partir de 100 km/h. Pour les camions, ils se mettront en marche à partir de 85 contre 90 précédemment, et cela en application d'une directive européenne publiée jeudi dernier au journal officiel. La page sportive avec tout d'abord une triste nouvelle, la disparition à l'âge de 62 ans du journaliste Pierre Loctin, entré à la RTF en 63 et qui a effectué toute sa carrière dans l'audiovisuel public, notamment à France Inter, où il a mis en place les fameux multiplexes de football. Dans notre série, nous vivons une époque formidable. Je vais maintenant appeler en direct au téléphone un homme qui est en train d'accomplir un exploit dans les Alpes, Marc Battard, 41 ans, guide de haute montagne, qui a entrepris depuis le 27 décembre l'ascension de la face ouest du Petit Dru, l'un des sommets les plus convoités de la vallée de Chamonix. Est-ce que vous m'entendez derrière votre petit téléphone? Oui, je vous reçois très bien. Alors il faut que vous nous expliquiez que bon, c'est un bloc de rocher de 1000 mètres, c'est pas très spectaculaire, mais c'est d'un point de vue d'alpiniste un véritable exploit que vous êtes en train, nous voyons, d'accomplir. Nous voyons des images qui ont été bien sûr tournées de jour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles conditions précises se passe cette ascension qui est extrêmement difficile puisque vous avez grimpé de 50 mètres aujourd'hui dans la journée seulement, pourrait-on dire? Oui, aujourd'hui j'ai bénéficié de 2 petites éclaircies qui m'ont permis de monter de 50 mètres, alors que hier le temps était tellement épouvantable que j'ai été stoppé dans ma tente pendant toute la journée. Et les 2 jours précédents, j'ai pu monter que de 50 mètres, une fois 30 mètres, une fois 20 mètres. C'est une paroi qui fait environ 1000 mètres, qui est pratiquement verticale. Vous êtes en gros à la moitié de votre exploit?
Oui, suivant les conditions météo, si la météo se confirme pas trop mauvaise pour les prochains jours, j'espère sortir dans 8 ou 10 jours. Je connais très bien cette phase pour y avoir ouvert une voie il y a 1 an et demi en 19 jours avec de très mauvaises conditions aussi, mais c'était au printemps, alors que maintenant je suis en plein hiver et c'est beaucoup plus difficile. On vous a vu promener une sorte de bivouac portatif, une énorme valise de 40 kilos qui vous a permis presque de réveillonner entre guillemets la nuit dernière, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est grâce à mon expérience de guide, puisque je suis guide depuis 20 ans, et mon côté un peu technique, qu'avec les bagages supérieurs, j'ai mis au point cette nouvelle tente de paroi qui augmente énormément, disons, le confort, mais surtout la sécurité. Je suis quelqu'un de très prudent, et grâce à cette valise tente, eh bien, je peux récupérer au mieux toutes les nuits. Merci beaucoup Marc Battard. Je rappelle que nous avons eu en direct, vous êtes actuellement donc sur cette paroi vertigineuse et nous aurons bien sûr des nouvelles de cet exploit dans les toutes prochaines heures et dans les tout prochains jours. Rapidement, les toutes dernières nouvelles du Paris-Dakar-Paris. Après avoir cédé hier la vedette au Mitsubishi, Citroën a remis les choses au point aujourd'hui en réalisant un doublé dans la 9e spéciale. Si vous aviez l'intention d'aller prochainement admirer les chefs-d'œuvre de la Fondation Barnes au musée d'Orsay, eh bien c'est raté, l'exposition a fermé, record d'affluence avec près d'1,5 million de visiteurs. Le succès du nouveau Louvre ne se dément pas, bien au contraire. Pour éviter les longues files d'attente sous les frimas hivernaux, les responsables de ce musée ont eu la bonne idée d'une tarification modulée selon les heures. Bilan d'une première journée d'application avec Vincent Guérard et Michel Levasseur. Certains n'ont pas pu retenir leur joie en apprenant la nouvelle. 20 francs seulement l'après-midi après 15 heures, embrasse-moi ma chérie. Mais tout le monde n'était pas au courant. Est-ce que vous savez qu'il y a une nouvelle tarification au Louvre? Ah non, je suis pas du tout au courant. Est-ce que vous savez qu'il y a des tarifs modulés au Louvre? Non, monsieur n'est pas non plus au courant. J'explique. Avant, tout le monde payait 35 francs. Sauf les plus de 60 ans, les 18-25 ans, ils avaient une réduction. Sauf les moins de 18 ans, c'était gratuit. Et sauf le dimanche, c'était 20 francs pour tous. C'était compliqué. Mais maintenant, c'est simple. C'est moitié prix pour tout le monde, à partir de 15h, le dimanche, en nocturne. Je crois que là, on va au contraire dans un sens de simplification totale. Il y a un tarif. Je dois préciser toutefois qu'il est évident que jusqu'à 18 ans, le Louvre demeure et demeurera gratuit. Bon, disons pour résumer que c'est plus cher le matin, 40 francs, et moins cher l'après-midi, 20 francs. Mais il n'y a plus aucun tarif réduit. Objectif principal de l'opération, mieux répartir la masse des visiteurs sur la journée et réduire l'attente aux caisses par un tarif unique. Réaction? Si on vous demande de venir l'après-midi et de payer moins cher, plutôt que de venir le matin et payer cher. On le fera avec plaisir. Si on ne fait pas trop la queue, pour pas y payer, mais moins cher, quoi. Bon, pour vous, madame, une information gratuite, si, pour payer moins cher et pour pas faire la queue, 36,15 Louvre, c'est 1 franc 27 la minute quand même. 20h50, au Beau Rivage, votre téléfilm avec un Jean-Yann tout à fait exceptionnel, pour ne pas dire génial. 22h20, Savoir Plus, notre émission médicale consacrée ce soir au mal de dos. 23h40, le dernier journal en compagnie de Catherine Sellac. Demain, à 7h50, Gérard Leclerc recevra dans les 4 vérités Pierre Laroux-Turou, l'un des pères de la semaine des 4 jours. Bonne fête aux Genevièves. Dans quelques secondes, la météo, signée ce soir Sophie Davant, au programme relative douceur, mais toujours des pluies, notamment sur le sud-est. À demain, 20h, excellente soirée. Merci.